qu'il suscite un intérêt croissant et de plus en plus en vogue maintenant depuis plus d'1 an. Et avant de commencer, je vous propose, juste pour une petite précision, alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On est vraiment là, du coup, pour y répondre avec l'équipe, Ibtissam et Selman qui sont présents. Et on se fera vraiment un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et du coup, avant de commencer ce nouvel épisode, on va faire connaissance aujourd'hui, du coup, avec vos animateurs du jour. Bon, je vais commencer, mais je pense que tout le monde maintenant commence à me connaître, du coup, comme Trido. Donc, moi, je suis Senior Manager dans les équipes Data Science et Analytics chez Kerus. Et je porte notamment le développement de toute cette offre et de cette activité au niveau du bureau Centre-Est. Et ça fait maintenant depuis 10 ans que je travaille dans le monde, du coup, de la data avec une test chiffre, du coup, en machine learning. Et maintenant, depuis 7 ans, en conseil, du coup, sur des besoins en data chez nos clients, depuis la définition des cas d'usage jusqu'à l'implémentation de solutions analytiques. Bonjour à tous, moi c'est Ibtissam Slami, donc je suis consultante data chez Kerus Lyon depuis un peu plus d'1 an. J'y ai d'abord fait mon stage de fin d'études dans le cadre de mon master en informatique et statistique. Et pendant plus d'1 an, stage y compris, j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers projets avec des technologies et des domaines diversifiés. Donc en allant de l'analyse de données à la data vise et bien sûr en passant par la data science. Et je suis actuellement sur un projet BI, Business Intelligence, sur la maintenance du système décisionnel d'une compagnie aérienne de livraison de colis. Et pour ma part, bonjour à tous, je me présente, donc Selman Kanzari. Je suis alternant consultant data chez Kerus depuis près d'1 an. Actuellement, je suis sur une mission en data ingé, d'intégration de données. Et justement, je participe aussi au projet Data Science à Kerus, et plus particulièrement sur un projet IA générative et LLM. Voilà. Et alors, bon, on avait ajouté une petite tête en guest star, du coup, qui était Gilles Dansou, mais je pense qu'il a eu des petits soucis, du coup, pour nous rejoindre sur le Livestorm. Mais voilà, donc Gilles Dansou, qui est manager et qui a pu travailler, en fait, maintenant depuis 1 an sur l'implémentation de cas d'usage, notamment d'IA générative chez nos clients, qu'on vous présentera, du coup, à la fin, du coup, de ce webinaire. Allô. Ah bah tiens, Gilles est parmi nous. On était d'ailleurs sur la présentation. Oui. Voilà notre fameuse guest star qui arrive en mode surprise. Désolé, j'étais là depuis un moment, mais je ne suis pas familier de Livestorm. Du coup, je ne savais pas qu'il fallait monter sur scène. Donc, voilà, j'étais là en participant depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, K.O. m'a très bien présenté. Donc, j'interviens au sein donc, de Unicorns, donc, qui est l'entité innovation donc, du groupe Kerus. Et actuellement, on travaille beaucoup sur des sujets d'IA générative que je partagerai avec vous voilà, au cours de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, dans cet épisode, nous vous proposerons dans un premier temps des éléments que nous avons vus dans le dernier épisode des K-Series, afin de pouvoir introduire la notion d'auto-ML. Ensuite, nous aborderons le sujet des IA génératives, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir nous intéresser au LLM, avant de terminer par une démo et un partage de retour d'expérience de notre startup Studio Unicorn sur des cas d'usage chez nos clients sur l'IA générative. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, dans le premier épisode, nous avons pu voir que la data science et l'IA peuvent être vues comme un ensemble de poupées russes qui peuvent s'emboîter les unes dans les autres. Il y a certaines idées reçues sur ce que fait un data scientist. Donc, certains pensent que nous bâtissons des robots qui vont peut-être détruire le monde. D'autres pensent que nous écrivons du code à longueur de journée. Enfin, certains pensent même que notre métier se limite à une ligne de code qui est import, from scikit-learn import. En réalité, et ce qu'on a pu voir dans le premier épisode, c'est qu'en machine learning, si on veut avoir un modèle qui réponde bien à nos besoins, il y a un ensemble d'étapes dans le processus qu'on suit en général et qui nous permettent de construire le modèle le plus fiable et d'avoir les prédictions les plus correctes possibles. Donc, parmi ces étapes, on a le nettoyage, le feature engineering, la sélection du modèle, l'optimisation des hyperparamètres, l'amélioration du modèle et l'évaluation. Donc, pour beaucoup,
ce processus peut sembler assez long. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'automatiser une grande partie de ce processus et de ces étapes avec du machine learning automatisé, ou ce qu'on appelle AutoML. Donc l'AutoML est le processus d'automatisation des tâches fastidieuses et itératives de développement de modèles de ML, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer plus sur l'interprétation des résultats et sur la résolution des problèmes concrets. Donc, on peut le voir, enfin, toutes les étapes intermédiaires, c'est AutoML qui s'en charge. Et nous, on a la collecte des données et la vérification des prédictions finales. Le fait aussi de partager un modèle pour faire des prédictions, c'est ce que l'on couvrira dans l'épisode 3, Breaking MLOps. So stay tuned. Alors, il existe aujourd'hui de nombreux outils pour faire de l'AutoML. Donc, ces outils offrent une variété d'approches et de fonctionnalités pour simplifier le processus de développement de modèles de ML et accélérer surtout leur déploiement. Donc, on peut distinguer deux catégories d'outils. Donc, on a les outils propriétaires et les outils open source. Donc, les outils propriétaires sont prêts à l'emploi et utilisables par des utilisateurs non techniques, non experts. Comme par exemple, on a DataRobot qui est très populaire, mais aussi des outils de grands cloud providers comme Google, IBM ou encore Azure et AWS. Donc, l'avantage d'utiliser des outils propriétaires, c'est qu'ils sont simples d'utilisation. En général, en quelques clics, on a notre modèle qui se lance et nos prédictions qui sont là. Néanmoins, certains peuvent manquer de flexibilité et le coût de licence surtout et d'utilisation peut être élevé, peut être assez élevé dans la durée. Voilà. Donc, d'autre part, on a les packages open source. Donc, on pourra en citer quelques-uns. Donc là, par exemple, on a Tipot, AutoScikit-Learn, MLJAR ou AutoKeras, ou même H2O qui est l'une des plus connues. Donc, c'est également intéressant de porter un regard sur ces outils open source qui sont donc accessibles à tous et dont le code est ouvert et certains sont facilement utilisables sur Python. Donc, Python, notre langage préféré en data science et machine learning. Donc, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous faire une petite démo de prédiction sur les émissions de véhicules en utilisant une des librairies justement d'AutoML open source qui s'appelle MLJAR. Donc, on va vous présenter, du coup, on l'a mis sur un notebook, du coup, sur Google Colab, juste pour faciliter un peu. Hein. Et vous allez voir, si vous êtes un data scientist un peu chevronné, vous allez voir qu'en quelques lignes de code, c'est pas quelque chose qui est très dur et qui est un peu à la portée de tous. Bon, première chose, comme on fait comme d'habitude, c'est installer le package. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on lance du coup ces outils de AutoML, comme par exemple MLJAR, hein, vous pouvez voir tout de suite, on va utiliser des méthodes qui sont assez classiques, qu'on reconnaît dans les librairies scikit-learn, donc le fit et le predict. Et en fait, le gros avantage, c'est que vous savez, quand vous passez beaucoup de temps du coup à définir l'ensemble des modèles que je veux benchmarker et après essayer de tout mettre ça dans un tableau propre, sexy et que j'ai envie de présenter ça à mes métiers, hein, et ben en fait, les librairies comme MLJAR en fait vont vous permettre vous avez vu juste en une ligne de code, il va vous générer automatiquement un rapport sur l'ensemble du coup en fait des benchmarks qu'il va réaliser sur ces modèles de machine learning. Et là, on va reconnaître du coup des choses qui sont assez intéressantes, je trouve, dans la manière dont, par exemple, cette librairie MLJAR représente. Donc, ce qu'il va faire, c'est toujours faire, du coup, ce qu'on va faire, une évaluation de votre modèle avec une baseline, donc c'est-à-dire le modèle le plus bête et méchant qui est possible. Donc, en classification, la classe qui va être la plus grande, et en prédiction, du coup, la moyenne, en fait, du coup, sur les Y. Et après, il va vous faire une sorte de benchmark en vous disant, bah, tiens, comment se situent, du coup, les performances de ces différents modèles les uns par rapport aux autres. Donc là, dans notre cas, on voit que le baseline, du coup, est largement meilleur, ce qui est là, du coup, un peu inquiétant. Ensuite, il va vous faire du coup des analyses de type importance des features qui va vous permettre de pouvoir voir quelles sont les variables qui sont les plus discriminantes du coup pour votre modèle, donc apporter ce pouvoir d'explicativité, hein, et ensuite de pouvoir faire des analyses de corrélation, notamment entre les prédictions du coup des sorties de modèles, pour voir si notamment, par exemple, vous n'avez pas deux modèles
en fait, qui pourrait produire en fait le même type de production. Et à ce moment-là, en fait, se dire, bah tiens, je vais peut-être prendre le modèle qui sera le moins complexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut rentrer du coup dans chacun des modèles et il va vraiment vous donner accès à l'ensemble des métriques qu'il va calculer. Il va vous donner du coup un graphe d'analyse qui va être vraiment très centralisé du coup sur ce modèle. Et après, bah, on peut continuer les analyses. Et comme le disait du coup Issam tout à l'heure, c'est vrai que la grosse force du coup de ces outils d'AutoML, c'est que ça va complètement déléguer cette tâche un peu de benchmark pour donner aux data scientists beaucoup plus la tâche de se concentrer sur l'analyse des résultats et lui donner. Alors l'idée c'est pas de remplacer le data scientist, hein, sinon on peut se dire que le doctorat en machine learning de KO ne sert absolument à rien, hein, mais plutôt de pouvoir donner des premières pistes pour se dire vers quel modèle est-ce que je peux aller, hein, parce que ça ne va pas tout faire. Et après, là, du coup, de pouvoir vraiment concentrer, du coup, votre tâche et votre expertise de machine learner sur les tâches qui sont les plus importantes, c'est-à-dire la construction de features qui sont les plus relevantes et la définition de métriques qui vous permettront de pouvoir au mieux benchmarker vos modèles. Nous avons utilisé aussi AutoML de H2O, donc dans une thématique de comparaison, pour faire des comparaisons entre les résultats AutoML et les résultats que nous avons obtenus avec la manière traditionnelle. Donc on peut voir ici que nous avons eu des résultats meilleurs avec AutoML. Attention, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui est la richesse, disons, de AutoML, c'est qu'il peut aussi combiner plusieurs modèles et faire des validations croisées pour en ressortir le plus performant. Et du coup, il nous donne aussi les détails sur le modèle le plus performant et combien de modèles il a combiné pour avoir ce modèle final. Voilà, donc en conclusion, on voit que ces outils de ML sont assez intéressants hein, en tant que data scientist. Bien sûr, ils ne vont pas remplacer du coup les data scientists, mais vont pouvoir plutôt l'aider à pouvoir benchmarker des modèles ou à pouvoir créer des modèles ensembliste. Ceci peut être une première approche, en tout cas, pour vous aider à qualifier et à choisir la piste des modèles vers lesquels vous pourriez travailler un peu plus en profondeur. Alors, au dernier épisode, on s'était arrêté sur le machine learning. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. Et bien sûr, vous pouvez le voir, il est aujourd'hui difficile, lorsque l'on parle d'IA, de ne pas parler d'IA générative. Mais la question que beaucoup peuvent se poser, c'est quelle est réellement l'IA générative et comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, on vous propose de voir ça tout de suite. Donc, souvenez-vous, lors du premier épisode, nous avons vu que l'IA, la data science et le machine learning peuvent être vus comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, au sein du machine learning, un algorithme très populaire ces dernières années, c'est les réseaux de neurones. Donc, le réseau de neurones, c'est un algorithme de machine learning, mais bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. Mais pourquoi les réseaux de neurones sont-ils si populaires? C'est parce qu'ils ont permis de résoudre des cas complexes, notamment en traitement du langage naturel ou du NLP, donc Natural Language Processing, et en Computer Vision. Donc, l'idée d'un réseau de neurones est de produire informatiquement la structure d'apprentissage d'un cerveau humain. Donc, en utilisant des neurones qui se connectent entre eux pour faire une réponse, faire une prédiction lorsque l'on est en machine learning. Alors, le deep learning, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une petite intuition, un réseau de neurones simple est constitué de 3 couches. Une couche d'entrée, une couche de sortie, et entre les deux, on a une couche, une hidden layer ou une couche cachée. En général, cette architecture avec une couche cachée n'est pas suffisante pour modéliser des cas complexes. Dans ce cas, pour modéliser ces complexités, il est possible d'ajouter plus de couches cachées successives. Et justement, lorsque l'on ajoute de nombreuses couches cachées, notre réseau devient profond, d'où le terme apprentissage profond ou deep learning. Donc, bien que le deep learning ait ses fondements sur les statistiques, il se concentre uniquement sur la production de résultats
de modèles précis, et non sur la compréhension des données ou les relations sous-jacentes. Donc ces modèles sont souvent appelés boîtes noires, car ils peuvent saisir des nuances dans les données que les humains ne peuvent pas comprendre ou détecter. Mais pourquoi on parle de deep learning? C'est parce que le deep learning est en grande partie la base de l'IA générative. Alors souvent, beaucoup se posent la question sur la différence entre l'IA classique et l'IA générative. On pourra se pencher dessus. L'IA classique est généralement axée sur des tâches spécifiques et bien définies. Comme la classification d'images ou la prédiction de résultats. Et contrairement à l'IA classique, l'IA générative ne se contente pas d'analyser les données et de les classifier, mais d'en générer de nouvelles. Donc, de nouvelles données qui n'existaient pas auparavant, donc en s'appuyant sur des modèles pour générer des données réalistes et originales. Donc, par exemple, si on regarde la figure devant nous, l'IA classique se chargerait de classifier une image. Donc là, par exemple, on a une image de chat. Le rôle de l'IA classique, c'est de dire qu'il s'agit justement d'un chat. Donc c'est une image réelle qui existe réellement. Et le rôle de l'IA classique, c'est de correctement prédire qu'il s'agit bien d'un chat. L'IA générative, de son côté, son rôle est de prédire une nouvelle image qui n'existait pas avant, en se basant sur ce qu'elle a pu apprendre. Donc, c'est une image réaliste, mais non réelle, enfin, là, on parle d'image, mais aussi on a du texte, on a même des sons. Et voilà. Donc, les systèmes d'IA générative sont des modèles d'apprentissage profond capables de générer du texte, des images et aussi de médias originaux en réponse aux besoins de l'utilisateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc on a des IA qui sont spécialisées pour le texte, d'autres sur des images et d'autres sur des audios. Et par-dessus, en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle des modèles multimodaux, comme par exemple le Gemini, qui sont capables en fait de pouvoir générer à la fois des images. Et au sein des IA génératives, on vous propose maintenant de faire un focus sur les IA génératives de texte ou LLM. Super. Donc pour comprendre le principe et sur quoi se base justement un LLM, simplement, c'est recevoir une séquence en entrée et prédire justement, générer le mot suivant qui a le plus de probabilité d'être le mot qui suit la séquence en fait. Donc dans cet exemple-là, qu'on a justement sur ce slide, c'est quelle est la capitale de la France? Et le LLM justement s'est entraîné pour être capable de savoir que le mot qui a la probabilité la plus haute d'être le mot suivant est Paris. Et ça nous semble vraiment logique. Et les modèles d'aujourd'hui, les LLM, sont très performants et on a même l'impression, grâce à leur performance, qu'ils sont capables d'imiter la communication humaine. Et par la suite, justement, ce qu'on peut voir, c'est que l'IA générative a besoin de s'entraîner pour pouvoir en arriver à ces performances. Et c'est cette étape-là qu'on va appeler le pré-entraînement. Donc le pré-entraînement, c'est entraîner un modèle qui de base a des paramètres qui sont initialisés aléatoirement et l'entraîner sur un gros corpus de texte, sur beaucoup de données textuelles. Et justement, pour pouvoir le régler avec précision et qu'il puisse être capable de remplir et de répondre à tout type de tâches assez variées, assez générales et de manière spécifique aussi. Et on va pouvoir voir par la suite qu'est-ce qu'un transformer, justement, et quel est son intérêt dans cette architecture et qu'est-ce qu'il permet de faire, justement, en traitant du texte. Et pour parler de ChatGPT, justement, je viens de vous dire qu'il faut donner beaucoup de données textuelles pour pouvoir entraîner un modèle et qu'il en arrive à ces performances-là. Pour ChatGPT, qui a énormément, donc plusieurs milliards de paramètres,
Pour pouvoir l'entraîner, ça a coûté plus de 100 millions de dollars et ça a pris 11 mois à former. Donc, cette phase de pré-entraînement, elle est très coûteuse, elle est très longue et il faut beaucoup de données pour pouvoir en arriver là. Et pourtant, c'est une étape qui est primordiale pour pouvoir en arriver à ces modèles qui permettent de remplir tout type de tâches. De manière plus globale, il n'existe bien sûr pas que GPT-4 ou GPT-3 ou GPT tout court. Nous vous présentons alors un arbre évolutionnaire de l'avancée des modèles LLM, texte. Et parmi les plus connus, on peut citer BERT, GPT-3, Llama 2, voilà. Je me permets de revenir rapidement donc, sur la partie Transformer. L'intérêt justement de l'architecture des Transformers, c'est que contrairement aux autres architectures, elle permet un traitement en parallèle de l'entraînement. Donc, sans cette architecture, mes collègues ont évoqué tout à l'heure plutôt la durée de 11 mois donc pour pré-entraîner GPT. Sans cette architecture, on mettrait beaucoup plus de temps à entraîner des LLM. Donc, cette architecture a été vraiment un game changer dans le développement des LLM. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Yes. Donc, pour terminer sur cette partie d'IA générative, il nous paraissait important de démystifier quelques concepts ou quelques idées reçues. Donc, ce qui est parmi les idées vraies, c'est que l'IA générative est une IA à part. Donc, comme on vient de le mentionner. Après, une IA générative peut se tromper. Donc, et là, ça nous rappelle un concept qu'on verra un peu plus loin dans la présentation, qui est l'hallucination. L'IA générative peut remplacer l'être humain sur certaines tâches, et c'est le cas aujourd'hui. Elle peut aussi être utilisée pour augmenter la créativité humaine et explorer de nouveaux domaines artistiques. En revanche, on pourrait entendre que l'IA générative est intelligente. En fait, elle donne des résultats à partir de ce qu'elle a pu apprendre. Donc, c'est un ensemble de calculs probabilistes sur lesquels elle se base pour donner des prédictions. Les IA génératives vont se rebeller et prendre le pouvoir. Donc ça, c'est totalement pas vrai. Ouais, on espère que non. L'IA générative remplace complètement les artistes et les créateurs humains. Non, on aura toujours besoin de l'homme, surtout dans ce qui est artistique, je pense, j'espère. L'IA générative est toujours coûteuse et difficile à mettre en œuvre. De nos jours, les ressources sont de plus en plus importantes et les investissements aussi dans ce domaine. Donc, ça s'améliore. Et on verra quand on pense qu'il y a besoin à chaque fois d'entraîner une IA générative depuis zéro, on verra ensemble qu'il existe bien d'autres techniques que vous pouvez appliquer, du plus simple au plus complexe, qui vous permettront en fait de pouvoir mettre en place des IA génératives au sein de vos organisations. Et finalement, l'IA générative est toujours éthique et sans risque. Ça, c'est pas vrai non plus. Alors, comme on le verra plus loin aussi. Ok, très bien. Et merci à toi, Gilles, pour avoir introduit l'importance des transformers. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache dans un LLM et de quoi il se compose, quelle est son architecture. Et pour commencer, ce qu'on va voir, c'est la base des transformers. Donc en fait, qu'est-ce qu'un transformer? C'est une architecture, c'est un modèle d'architecture qui aujourd'hui a montré ses performances pour pouvoir traiter du texte et en générer derrière. Et il va reposer sur 4 aspects fondamentaux qu'on va aujourd'hui comprendre. Et le premier et le plus global, c'est le séquence-to-séquence. Donc le séquence-to-séquence, il prend simplement du texte en entrée, il l'encode, il en génère ce qu'on appelle l'encodé de représentation que vous voyez au milieu, ce qu'on appelle aussi le contexte. Et ce contexte, justement, va être donné au décodeur par la suite pour que le décodeur puisse générer du texte et décoder cette représentation, ce contexte. Et toutes ces petites étapes, justement, sont possibles aujourd'hui par d'autres composants, donc les composants qui suivent et qu'on va voir juste après,
qui vont permettre de pouvoir en arriver là. Et le premier, c'est l'embedding. Donc en fait, qu'est-ce que fait l'embedding? L'embedding, il va justement recevoir l'entrée textuelle, donc le texte sous format brut, hein, le texte qu'on écrit, le texte que nous, on comprend en humain, mais qui n'est pas compréhensible par la machine directement, en fait. Ce texte-là, il a besoin d'être transformé, et c'est l'embedding qui va le faire, en chiffres et en représentation vectorielle, en fait. Et ça a du sens pour la machine. Et du coup, ça va avoir deux avantages. Le premier, c'est que ça va être interprétable par le modèle. Et le deuxième, c'est que le modèle, il va aussi être capable de comprendre la relation entre ces mots, justement, qui ont été transformés en vecteurs. On va voir le prochain composant, du coup, qu'on appelle le positional encoding. Le positional encoding, son objectif, c'est d'apporter une information supplémentaire au modèle. Et justement, pour chaque mot qui vont être vectorisés, qui vont être transformés en vecteurs, on va ajouter à chacun de ces mots une information supplémentaire qui est la position de ce mot dans la séquence d'entrée. Donc le modèle sera capable de comprendre, de savoir, en recevant chacun des mots, ce mot-là, il était dans cette position-là, il était à cet endroit-là dans la séquence d'entrée. Donc c'est son principal objectif. Et le dernier composant, donc c'est le composant qui aujourd'hui a pu permettre aux transformers de montrer leur performance impressionnante, et c'est le mécanisme d'attention. Donc comme encadré en rouge ici, on vous a montré multi d'attention, c'est la petite couche de mécanisme d'attention. Et en fait, le mécanisme d'attention, ce qu'il fait, c'est que justement, il va être capable, il va nous permettre de pouvoir traiter en parallèle les vecteurs, les séquences de mots, justement. Et ce qu'il va faire plus précisément, c'est qu'il va attribuer un poids à chacun de ces mots par rapport à la tâche en cours. Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginons qu'on a une séquence d'entrée, je m'appelle Pierre, et en français. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir traduire cette phrase en anglais. Et notre tâche actuelle, justement, c'est de décoder, de générer le premier mot. Donc le mot je, en anglais, du coup, I. Le mécanisme d'attention va nous permettre d'attribuer à la séquence d'entrée, donc la phrase en français, un poids à chacun des mots. Je m'appelle Pierre. Donc Pierre ou m'appelle vont avoir un poids potentiellement qui sera léger, qui n'aura pas vraiment d'importance. Par contre, le mot je va avoir un poids important, conséquent, qui va permettre au modèle de savoir que ce mot est important pour pouvoir l'aider à décoder et à traduire ce mot-là, donc le mot I. Et ce fonctionnement-là, il permet en plus de traiter tout ça en parallèle, et il est très performant. Et peut-être pour compléter, Gilles, je crois que tu as une histoire un peu amusante du coup sur le mécanisme d'attention et sur les transformers que tu aimerais nous partager. Hein. Oui, là-dessus, donc j'en parlais avec Kao hier. En fait, tout ceci n'est possible que parce qu'on a eu un théorème en 89, donc un théorème élaboré par un scientifique qui s'appelle Genko, voilà, et donc qui a établi que, donc mes collègues vous ont parlé tout à l'heure donc du machine learning et de l'IA. Globalement, on peut définir le machine learning et l'IA comme la résolution, l'estimation d'une fonction f, d'accord? Une fonction f d'un ensemble d'inputs qui permet de générer un output y. Et donc, ce qu'il essaie de démontrer à travers sa théorie, c'est que avec un réseau de neurones à 2 couches, on est capable d'approximer n'importe quelle fonction f. Là où en machine learning classique, on va émettre un certain nombre d'hypothèses, voilà, sur la forme et le nombre de paramètres de la fonction f. Lui nous dit qu'avec juste un réseau de neurones à au moins 2 couches, parce qu'on peut en mettre plusieurs, on est capable d'approcher cette fameuse fonction f. Donc, pour moi, c'est un théorème structurant parce que il justifie tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'on a mis en place avec le deep learning, les réseaux de neurones convolutionnels et aujourd'hui l'IA générative, s'appuie sur ce théorème. Voilà, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Et maintenant qu'on a compris justement quels étaient les composants principaux de l'architecture de Transformer et qu'est-ce qu'était l'architecture d'un Transformer, il faut savoir qu'un LLM, justement, juste avant,
Oui, nickel, merci. Et justement, un LLM se base sur cette architecture de transformer et ils vont la customiser un petit peu. Par exemple, pour donner une idée, ChatGPT-3, une certaine version de ce modèle est composée de 96 couches de transformers, justement ce que vous voyez à l'écran, mais plus précisément seulement la partie de droite. Et BERT, qui est un autre gros modèle de langage, un autre LLM, est composé de la partie, on décidé de prendre la partie encodeur et décodeur, et justement de la complexifier, de l'agrandir en la multipliant en plusieurs couches. Et c'est aujourd'hui ce qui permet de comprendre des problématiques très complexes avec du texte et de résoudre des problématiques tout aussi complexes, avec performance. Donc, c'est déjà une très grande étape d'avoir compris tout ça, mais on vous propose d'aller plus loin et de comprendre et de savoir comment entraîner un modèle, comment lui apprendre justement des choses et de quelle façon est-ce qu'on peut l'adapter pour pouvoir répondre à nos besoins. Donc, les 4 grandes catégories qu'on connaît, qui sont assez connues, c'est le prompt engineering, le RAG, le fine-tuning et l'entraînement d'un modèle plus général. Et du coup, chacune d'entre elles ont une certaine complexité d'implémentation, complexité de mise en œuvre, et elles ont tout aussi, chacune d'elles, leurs avantages. Donc, on va venir justement rapidement expliquer ce que c'est que le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est en fait la discipline qui vise à optimiser une instruction, une requête, justement, qui sera envoyée au modèle pour que le modèle puisse nous répondre de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus cohérente. Dans cet exemple-là, ce qu'on voit, c'est justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment la fonction offset, elle fonctionne sur Excel? Ici, on lui a donné, donc, on va dire que c'est un exemple de prompt qui donne un certain contexte. Donc, la fonction offset, comment est-ce qu'elle fonctionne, et sur Excel. Donc là, il nous a répondu une réponse assez cohérente et assez précise en nous donnant justement cette fonction offset de Excel avec ses paramètres et justement qu'est-ce qu'il signifie et comment il fonctionne. Imaginons qu'on aurait posé la question sans donner le contexte que cette fonction justement est sur Excel. Potentiellement, il aurait eu beaucoup plus de mal à trouver que la fonction offset est la fonction qui fait référence à Excel, et potentiellement, il n'aurait même pas trouvé que la fonction, il nous aurait donné une toute autre fonction. Et ça semble assez évident, mais c'est vraiment important dans cette discipline de prompt engineering de comprendre ce principe pour ensuite pouvoir l'implémenter à tout type de prompt, à tout type de problématique. Et c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir comprendre ce domaine-là. Voilà. Et après, bon, je pense que Gilles pourra notamment partager dans ses cas d'usage. Vous savez ce que vous voyez sur LinkedIn, genre les 16 prompts à apprendre par cœur pour tous les cas d'usage. Je pense que Gilles, tu pourras raconter, mais c'est absolument pas vrai dans les cas, du coup, en fait, réels. Ouais, effectivement. Donc, le prompt engineering, comme cela a été mentionné, c'est une partie très importante lorsqu'on fait de l'IA générative. Et c'est comme avec un être humain. Plus on contextualise sa requête, plus on donne à l'IA des éléments de compréhension de ce qu'on essaie d'obtenir, plus précise est sa réponse. Et donc, mes collègues en parleront tout à l'heure, mais il existe une technique dédiée qui permet justement d'apporter du contexte à la requête. Mais cela n'empêche que, voilà, le prompt engineering, si on veut construire des applications d'IA performantes qui répondent à des besoins plutôt précis du client, c'est la partie sur laquelle on passe beaucoup plus de temps. C'est la partie sur laquelle on vient finalement customiser, adapter l'IA à notre besoin. Voilà. Et peut-être pour continuer sur les 3 types d'adaptation d'entraînement qui peut exister. Alors, pour vous donner un peu une analogie, et après, Selman rentrera un peu plus en détail, du coup, sur des techniques. Voilà, il faut savoir que vous avez d'autres techniques qui existent, comme le RAG, le fine-tuning et l'entraînement d'un modèle. Alors, si on devait expliquer, voilà, pour le commun des mortels, comme j'adore du coup souvent le dire, le RAG, en fait, vous pouvez le voir un peu comme un élève, en fait, qui viendrait à son examen. Et vous savez, avec l'ensemble des notes de son cours à la main, hein, et pour chaque question de l'examen, donc pour chaque prompt, il sera en fait en capacité de pouvoir consulter ces notes à tout moment. Donc, en fait, en gros, si on voulait résumer, le RAG, c'est un peu le gros élève qui triche, quoi. A contrario, le fine-tuning, hein, vous pouvez le voir un peu comme plutôt le bon élève qui a passé du temps vraiment à apprendre sa leçon avant l'examen. Donc là, on comprend que dans ce cas, pour apprendre sa leçon,
forcément, ça va être beaucoup plus complexe, ça va prendre du temps, hein, beaucoup plus de temps que de tricher. Hein. Et c'est pourquoi mettre en place un fine-tuning, c'est beaucoup plus complexe, du coup, par définition, Et enfin, l'entraînement d'un modèle pour être comparé à même former le professeur en fait en lui-même. Et là, on est tous d'accord que pour former un professeur par rapport à un élève, on sait que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, mais que ce sera par contre beaucoup plus précis. Et donc, c'est ce fameux pré-entraînement dont parlait du coup Selman aussi. Voilà. Et petite nuance là-dessus, le RAG, c'est une technique qui vient donc donner à l'IA une mémoire de court terme. Là où le fine-tuning et l'entraînement d'un modèle fournit à l'IA une mémoire de long terme. Et quand est-ce qu'on fait du RAG, quand est-ce qu'on fait du fine-tuning? En général, on ne fera pas du RAG lorsque la donnée qui doit servir à contextualiser les requêtes est dynamique. Lorsqu'on a des données qui bougent tout le temps, on fait pas du fine-tuning, on fait plutôt du RAG. Et lorsqu'on a des données beaucoup plus stables dans le temps, des données plus pérennes, entre guillemets, on va plutôt fine-tuner. Mais tout ça, c'est à mettre en lumière aussi du ROI et de plusieurs autres facteurs. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des cas d'usage peuvent être gérés avec du RAG. Voilà, donc avec de la triche. Hein. Exactement, on est tous de gros tricheurs. Eh bien, très bien. Justement, on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce qu'un RAG et de quoi il se compose. Donc, pour son architecture, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, l'utilisateur, justement, va entrer un prompt. Donc, une requête, une instruction qui va envoyer justement au modèle pour que le modèle puisse lui répondre. Sauf que cette question-là, elle va être traitée, elle va être envoyée à deux endroits différents. Donc, on va d'abord l'envoyer au modèle, comme ce qu'on fait habituellement, mais en même temps, en fait, cette question, elle va être transformée en vecteur, donc l'embedding, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Elle va être transformée en vecteur et envoyée vers la base de données vectorielle. Donc en fait, c'est un peu toutes les anti-sèches, comme disait Kao, qui sont préparées pour nous aider, qui nous seront envoyées pour nous aider à répondre à la question. Donc cette question-là qui a été de l'utilisateur qui a été envoyée vers la base de données, il va y avoir une recherche de similarité qui va être faite et on va récupérer de cette base de données tous les documents pertinents, toutes les informations pertinentes qui vont nous permettre, ou qui vont plutôt permettre au modèle de répondre à la question de la manière la plus précise et la plus précise qui soit. Et justement, il y a certains avantages, merci, à partir sur un RAG. Donc, la première, c'est l'amélioration de la précision des réponses. Donc, en fait, vu qu'on a préparé justement une base de données externe qui est spécialement faite pour répondre aux questions de l'utilisateur sur des besoins spécifiques, sur un domaine spécifique, le modèle, il va avoir en contexte à chaque question de l'utilisateur tous les documents qui sont là pour lui permettre de répondre à la question. On a aussi une flexibilité et une adaptabilité qui est possible au niveau justement de la base de données, de l'architecture, pour pouvoir répondre aux besoins justement qui est demandé. Et une certaine évolutivité aussi qui suit derrière. Et au niveau des challenges qui sont rencontrés aujourd'hui, donc ce challenge-là, c'est vrai que c'est un challenge qui est beaucoup rencontré globalement dans la data, en data science, c'est la qualité et la pertinence des données qui sont récupérées. Parce qu'un RAG, justement, se base sur le principe que les documents qui lui sont envoyés en contexte sont des documents qui vont lui permettre de répondre à la question de la manière la plus précise, que ce sont des documents de qualité. Et du coup, cette étape est primordiale et très importante. On a aussi justement l'intégration des composants. Donc, tous ces petits composants qui vont devoir communiquer entre eux dans l'architecture justement du RAG pour pouvoir fonctionner de la manière la plus performante possible. On doit être capable de les comprendre, de savoir comment les utiliser de la meilleure des façons. Et c'est aujourd'hui aussi un challenge qu'il faut relever. Et la dernière, justement, c'est la gestion des ressources et des performances. Donc là, comme on l'a vu ensemble, du coup, les autres techniques qui existent, et là, on a décidé du coup de ne pas aller plus loin, mais donc, comment on a discuté donc le fine-tuning et l'entraînement du modèle. Donc là, vous voyez avec les analogies qu'on vous a données qu'on peut aller plus loin, mais les cas d'usage qu'on va vous montrer du coup dans la suite vont être beaucoup plus à base de prompt engineering et de RAG, qui ils sont suffisants aujourd'hui en fait pour la plupart des cas d'usage que l'on rencontre du coup chez nos clients. Donc au niveau des cas d'usage, on aimerait commencer par vous montrer
justement ce qu'on met en place aujourd'hui, ce qu'on a mis en place aujourd'hui à Kérus, un chatbot justement avec une architecture de RAG intégrée. Et aujourd'hui, il nous permet de pouvoir, et c'est l'objectif derrière, de pouvoir répondre à nos questions, de nous aider à accéder à des informations en interne beaucoup plus facilement et sans les avoir forcément en tête ou sans les avoir forcément notées sur une note à côté, sur un Word. Par exemple, dans ce cas-là, ce qu'on lui a posé, c'est OK, bah du coup, Kérus Chatbot, comment est-ce qu'on peut, quel est l'alias à utiliser pour accéder à ce fichier directement? Donc là, on fait référence justement à l'environnement de data science qu'on a installé et il peut tout aussi être capable de nous répondre à des questions liées à l'installation de notre environnement, de data science ou autre. Et la réponse qui a été donnée par le chatbot, après avoir récupéré les documents pertinents, c'est basé justement sur le contexte qui m'a été donné, l'alias pour accéder au knowledge repo et le raccourci KDoc, qui est un raccourci justement spécifique à Kérus pour pouvoir accéder à ce repo. Maintenant, je vous propose, on va essayer de donner la place aussi à notre invité d'honneur, du coup Gilles, qui est un peu la guest star du coup de la journée, parce que je pense que c'est assez intéressant de pouvoir parler des cas d'usage. Alors, je me souviens plus du nombre exact que vous avez traité à Unicorn, mais en tout cas, j'en vois quasiment toutes les semaines, du coup, quand on en discute ensemble, que vous faites maintenant depuis plus d'1 an chez Unicorn. Ah, je pense qu'il y a une question. Les questions, c'est après? On va les répondre en live, mais si tu veux répondre à une des questions, tu es bien sûr. Donc, est-ce que Siri est considéré comme un LLM? Siri, en tout cas, selon mes informations à date, ne fonctionne pas sur la base d'un LLM. Donc, Siri, c'est plutôt, je dirais, un chatbot à l'ancienne, mais cela ne saurait tarder. La plupart des gros acteurs sont en train de faire switcher plutôt leur bot qui fonctionnait avec des techniques d'NLP à l'ancienne, je mets vraiment de gros guillemets, sur une architecture avec des LLM. À date, je pense que c'est pas le cas avec Siri, ni avec Google Home. Mais cela ne saurait tarder. Je reviens donc sur les d'usage. Donc, effectivement, comme Carole a mentionné, chez Kérus et plus précisément chez Unicorns, on travaille beaucoup sur donc des sujets d'IA-Gen depuis un peu plus d'1 an. Et on a pu traiter différents cas d'usage. Le plus courant, le plus commun, c'est le chatbot. On voit quelques exemples là à l'écran. Donc, ce sont des chatbots soit créés pour des équipes RH ou pour des équipes de commerciaux. Donc, dans l'exemple qu'on voit là, c'est un chatbot qu'on a développé donc pour une entreprise qui s'appelle Frontier. Donc, c'est une entreprise qui commercialise des systèmes de ventilation et de climatisation. Et l'idée avec ce chatbot, c'est de permettre aux commerciaux d'avoir très rapidement des réponses à des questions techniques qu'ils se posent. Et ces réponses se trouvent pour la plupart dans des documents très techniques, dans des FAQ très techniques. Et l'objectif avec ce chatbot, c'est de leur permettre de répondre à ces questions très rapidement. Et là, comme on peut le voir à l'écran, c'est un chatbot qui ressemble peu ou prou à ChatGPT. On permet également à l'utilisateur de base, on charge un certain nombre de documents, mais on permet à l'utilisateur admin de pouvoir charger des documents supplémentaires. Et là, en next step avec ce client, on envisage même de connecter le chatbot directement à des systèmes de ticketing dans lesquels des ressources plus techniques, du coup, répondent à des questions techniques qui leur sont posées directement, ce qui permet d'alimenter en flux continu ce chatbot. Voilà. Donc, c'est un projet qui a duré à peu près 6 semaines. C'est à peu près le temps moyen qu'on met pour mettre en place ce type de projet. Et c'est un projet digital comme un autre. La seule différence, c'est que on embarque dans ce type de projet des moteurs d'IA-Gen. Voilà, c'est un peu ça pour ce projet de chatbot. Le suivant, du coup, c'est également un chatbot. Non, c'est pas un chatbot, je me suis trompé. C'est un outil qu'on a développé donc pour la CDC.
donc grande banque publique française. La problématique à ce niveau, c'était de pouvoir générer des fiches de poste standardisées et de pouvoir accélérer le travail des managers qui ont du mal à démarrer d'une feuille blanche lorsqu'il s'agit d'écrire la fiche de poste de leurs futurs collaborateurs. Donc, c'est une application toute simple dans laquelle on va avoir sur la gauche un certain nombre de critères, un certain nombre d'informations fournies par le manager ou la RH, ce qui permet dans la zone centrale de pouvoir générer donc une fiche de poste qui est standardisée, donc qui comprend différentes sections avec des sections qui sont plutôt statiques, donc qui vont décrire l'entreprise, et des sections qui sont générées par l'IA sur la base des critères qu'on a fournis au préalable. Et une fois que tout ça est généré, on a la possibilité donc de transformer cette fiche de poste sous forme d'une annonce à poster sur LinkedIn ou sur l'APEC ou encore sur Service Public. L'utilisateur a également la possibilité d'interagir avec la fiche qui a été générée pour modifier telle ou telle section de la fiche. Voilà. Donc, voilà, c'est un projet qui a duré à peu près 8 semaines. Voilà. Et troisième cas d'usage, c'est toujours un chatbot. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les chatbots, c'est la grande majorité des projets sur lesquels on est sollicité. Là, c'est plutôt un chatbot à direction des RH. Et l'idée avec ce chatbot, c'est de permettre aux collaborateurs de Roshan, qui est une entreprise saoudienne, une entreprise dans l'immobilier, de permettre aux collaborateurs de poser un certain nombre de questions sur les règles RH de l'entreprise. Typiquement, quel nombre de jours de congé je peux prendre durant le Ramadan, comment est défini le harcèlement au sein de l'entreprise, qu'est-ce qui est considéré comme du harcèlement au sein de l'entreprise. Voilà, sont les questions que l'utilisateur peut poser via ce chatbot. Et grâce aux documents qu'on a chargés au préalable dans l'outil, voilà, l'IA vient répondre de manière précise et spécifique à ces questions. Voilà. Pareil, là, on a une notion de user admin qui vient alimenter ce bot dans le temps. Et sur ce projet, le next step qu'on est en train d'envisager avec le client, c'est de mettre en place des agents autonomes. Donc ça, c'est encore un niveau au-dessus. Voilà. C'est le next step, en tout cas, c'est ce qu'on croit chez Unicorn. C'est le next step au niveau de l'IA-Gen. Donc, de mettre en place des agents autonomes qui vont réaliser un certain nombre de tâches automatiques comme poser automatiquement des jours de congé qui ont été exprimés en langage naturel via le chatbot, demander une formation. Voilà, ce genre de tâches pourront, en tout cas on l'espère, dans une prochaine phase du projet, pourront être exécutées, réalisées depuis le chatbot qu'on voit là à l'écran. Voilà. Et pour terminer, dernier cas d'usage, c'est la génération donc, de fiches produits. Peut-être je laisserai K.O. lancer la vidéo et après je dirai ce qu'on a fait sur ce projet. Oui, alors désolé, on a un petit souci technique. Je pense que je ne vais pas réussir à lancer la vidéo. Désolé, Gilles. Vous avez toujours l'effet des mots, ça ne marche jamais. Ouais. Bon, très rapidement, chez Rubix, la problématique était la suivante. Donc, Rubix, c'est un acteur du e-commerce, plutôt B2B, donc qui a des milliers de références. Donc, jusqu'à fin d'année dernière, le SEO, c'était pas trop leur sujet parce que voilà, B2B, parce qu'il voilà, ça faisait pas partie de leur stratégie de développement. Et ils ont eu un nouveau CEO qui, lui, justement, a voulu réorienter la stratégie de la boîte et donc a demandé à ce que l'ensemble... Ah, c'est bon? OK. Bon, je laisse la vidéo et après, je continue sur mon exposé.
Ok. Bon, normalement, il y a la musique qui est très entraînante et qui rythme la présentation. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, je poursuis. Donc, Rubix, dans un premier temps, pas du tout orienté SEO. Nouveau CEO qui réoriente la stratégie de la boîte, voilà, pour faire beaucoup plus de trafic sur le site. Et donc, l'un des axes qu'ils ont choisi, c'est de rédiger pour l'ensemble de leurs références des fiches détaillées, voilà, de rédiger des fiches détaillées. Ils ont des milliers et des milliers de références. Donc, les faire faire par un humain, c'était pas possible, c'était pas envisageable parce que ça prendrait beaucoup de temps, ce serait coûteux, voilà, et la qualité n'y serait pas forcément. Donc, c'est sur ce projet que Rubix nous a fait appel. Et donc, Rubix nous a demandé de partir d'un certain nombre d'informations dont il dispose sur ces différentes références, donc fiches marketing, fiches techniques, description du produit, avantages, voilà, et j'en passe, de partir dans ces différents éléments et de produire des fiches standardisées, détaillées et qui répondent aux besoins des futurs clients. Donc, c'est ce que nous avons fait donc, dans une première phase de cette mission. Nous nous sommes attelés à trouver la bonne formulation. Donc, je reboucle sur le prompt engineering, à trouver le bon prompt qui permet de réaliser cette tâche. Donc, voilà, de partir d'un certain nombre d'informations et de produire en sortie des fiches standardisées. Et pour évaluer, du coup, la qualité du travail qu'on a produit, on a choisi une métrique qui est la note SEMrush. Donc, SEMrush, c'est un outil de marketing et d'évaluation de contenu. Donc, cet outil nous a permis, lorsqu'on générait donc nos fiches produits, de pouvoir en évaluer la qualité. Et donc, le contrat qu'on a passé avec le client, c'est sur 70% des références d'avoir une note SEMrush supérieure à 7. Voilà. La meilleure note étant 10. Voilà. Donc, c'est un contrat qui a été rempli et largement. Voilà. Donc, on est allé à 80% des références pour lesquelles on avait une note supérieure à 7. Et donc, la première phase de cette mission était donc un succès. Et on a embrayé sur une seconde phase où là, actuellement, on est en train de développer pour eux une application dans laquelle ils pourront charger d'autres références, charger les informations associées à ces références et générer en masse des fiches produits. Voilà. Donc, ça, c'est une mission qui est actuellement en cours et qui devrait se terminer d'ici la fin de ce mois. Voilà. Voilà un peu le panorama des use cases qu'on a pu traiter au sein de Kerus. Il y en a d'autres qui sont actuellement en cours. Je pense notamment à l'outil d'analyse d'appel d'offres que nous sommes actuellement en train de développer. D'autres chatbots qu'on développe qui sont plus avancés que ce qu'on vous a montré là, sont des chatbots qui sont capables de répondre avec des éléments textuels, mais aussi avec des images. Voilà. D'autres chatbots qui embarqueront des agents. Voilà. C'est à peu près la big picture des cas d'usage qu'on traite aujourd'hui chez Kerus. Et pour résumer, tous ces cas fonctionnent sur la base du RAG. Voilà. Avant de mettre en œuvre chacun de ces projets, on se pose toujours trois questions plutôt. La première, est-ce que j'ai besoin de l'IA-Gen pour comment dirais-je, pour mettre en œuvre mon cas d'usage? Oui ou non? Sinon, on part sur des solutions dites d'IA classiques. Voilà. Si on part sur de l'IA générative, est-ce que j'ai besoin de faire du fine-tuning ou un simple RAG suffit? Dans la majorité des cas, un RAG suffit. Avant d'aller vraiment sur du fine-tuning qui coûte cher, il faut vraiment que le sujet le demande. Il faut que soit pertinent pour le cas d'usage d'aller sur du fine-tuning. Sinon, voilà, on ne part pas sur du fine-tuning. Et dans la plupart des cas, voilà, le RAG suffit. Merci beaucoup, Gilles, pour ce retour d'expérience. J'imagine que maintenant, plein de personnes voudront nous contacter. Et donc, maintenant, vous avez le nom de Gilles Dansou. Hein, et vous pouvez le contacter si vous avez un projet du coup d'IA générative que vous aimeriez en savoir plus. Voilà. Ou pour parler d'IA générative de façon générale, ce sera avec grand plaisir. Yes. En tout cas, merci beaucoup à tous du coup pour votre présence. Alors, si on avait un peu trois
key takeaways du coup à prendre de ce webinaire aujourd'hui, c'est, alors n'oubliez pas, on a commencé par du coup l'AutoML. Donc l'AutoML, c'est une méthode en machine learning et en data science qui vous permet d'accélérer du coup l'apprentissage des modèles et de pouvoir les explorer. On a vu ensemble du coup que l'IA générative est basée sur une technique, une architecture qu'on appelle les transformers, qui sont vraiment la base du coup en fait de cet élément. Et surtout, rappelez-vous que les LLM, ce n'est pas de la magie. Ils peuvent halluciner. Il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. Et nous, chez Kerus, on a pu expérimenter, comme vous avez pu le voir à travers de nombreux cas d'usage, des techniques qui marchent très bien aujourd'hui chez nos clients. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Alors, pour continuer et pour vraiment terminer, pour faire un peu de pub, parce que je suis quand même manager, donc mon objectif aussi, c'est de faire de la pub du coup pour nos autres épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le prochain épisode qu'on appellera du coup Breaking MLOps. L'objectif sera de voir voilà comment votre modèle du coup ne s'arrête pas juste à votre notebook. Comment est-ce que vous pouvez faire pour le mettre en place et le délivrer du coup au sein de votre entreprise et du coup de pouvoir le déployer du coup dans d'autres applicatifs. Donc, on vous retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup à tous pour votre attention, qui a été un contenu très dense aujourd'hui. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup et merci à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.